Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le 8e numéro de la 21e, l'émission où nous allons vous parler, comme d'habitude, de sujets très divers avec l'équipe de chroniqueurs habituels composée de Caroline, salut. Bonjour tout le monde. Le plus connecté d'entre nous, Sylvain, qui va d'ailleurs, salut Sylvain, nous parler de caméras comme toi, connectées elles aussi. Nous avons là en dessous Mathieu. Je suis aussi connecté, hein, méfiez-vous, je suis aussi connecté. Mathieu, tu vas nous faire découvrir le MOSA. Alors, en développant l'acronyme, ça veut dire quoi ? C'est un musée en fait de street art avec des artistes grisonnants qui sont venus, qui font partie du top 100 mondial et qui sont venus réaliser des fresques à Neuf-Brisach. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors MOSA, c'est Musée des Arts Urbains et du Street Art. C'est ça. Voilà, en le développant. Et puis à ma gauche, Birded Cook, que bonjour tout le monde. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui était venu il y a 2 ou 3 émissions de cela, pour nous préparer une recette en direct. Alors aujourd'hui, je reprends mes notes. Tu nous prépares ça fait longtemps que je le répète, grilles fluta en version orinoise. Pour les non-alsacophones, c'est quoi ? Alors c'est une quenelle à la semoule qu'on mangeait régulièrement quand j'étais petit avec une compote de pommes en général. Et là, je vais faire une compote de quetch. Et le graisse fluta, je vais l'aromatiser, le parfumer au minster. Ok, alors on va te laisser commencer. Quelles sont les premières étapes ? La première étape, c'est de faire le graisse fluta pour qu'il puisse refroidir, que je puisse faire les quenelles. Et ensuite, je vais m'occuper de la compote de quetch. Alors pour le faire, le graisse fluta, tu commences par quoi ? Là, on va regarder à l'heure. l'heure. C'est simple, je vais commencer par chauffer le lait. Et chauffer le lait avec le sel et le sucre que j'ai déjà mélangé. Donc c'est un demi-litre de lait pour 25 grammes de sucre et une pincée de sel. Et là, je vais bien sûr vous parfumer, comme je vous l'ai dit, c'est le mot. Avec le minster que j'ai cherché à la Poutroie. C'est un bon minster fermier. Alors le responsable du studio dit qu'il faudra essayer d'enlever l'odeur après. Quand même. C'est ça. Qui a enlevé ses chaussures ? Et quel va être le temps de cuisson ? Alors c'est très rapide, hein. Je pense que ça va être dans les 3-4 minutes. Une fois que que le lait bout, je vais mettre la semoule et en 3-4 minutes ça va être figé. Et je vais les mettre dans un pot en terre cuite pour qu'ils refroidissent le plus vite. Alors ça nous laisse pile le temps de faire un tour du côté du MOSA. Mathieu, on le disait, c'est le musée des arts urbains et du street art, le musée de Neuf-Brisach, parce qu'il y en a un autre dans le Grand Est. C'est ça. Alors, il y en a un du côté de Beach qui vient d'ouvrir il y a 2 mois à peu près. Et il y en a d'autres qui vont ouvrir prochainement en Europe et dans le monde. Donc, ça, en tout cas, c'est les projets de Stanislas. C'est vraiment sympa. Je vous invite à aller le découvrir parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des artistes de cette trempe qui ont réalisé des œuvres qui, a priori, ne seront jamais recouvertes. Allez, on n'en peut plus. Montre-nous les images. Je propose d'y aller. Ici, on est au MOSA Vauban. Le MOSA Vauban, c'est un musée qui a ouvert ses portes il y a 5 ans maintenant, en juillet 2018, dans un bâtiment qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, les remparts Vauban, la dernière réalisation qu'il ait faite. Et on s'est accaparé ce lieu pour faire venir des artistes internationaux à peindre sur les murs et pour redonner vie à ce lieu qui était fermé depuis 1952. Et ça marche plutôt bien en fait et on développe ça un peu partout en France et en Europe. Tu nous fais visiter ? Allez, on y va.
Les artistes peignent dans la rue, sur des murs, c'est interdit de peindre sur des murs à la verticale. L'horizontale, on peut faire ce qu'on veut, mais pas la verticale. Donc les artistes sont recouverts, comme on dit, mais c'est pas une volonté, la démarche de l'artiste. C'est comme s'il faisait une toile, sauf que c'est sur un mur, et un artiste ne fait pas une toile pour qu'elle disparaisse. Donc nous, on souhaitait conserver des œuvres, parce que c'est le plus long mouvement de l'histoire de l'art aujourd'hui. On s'en rendra peut-être compte dans 10, 15, 20 ans. On se balade un peu dans une rue couverte ici, qui date du XVIIIe siècle, mais une rue couverte quand même. Alors là, on a un artiste qui est en train d'intervenir, ça se passe souvent ça? Ouais, alors c'est ce qui fait aussi le succès de nos musées, c'est qu'on est en work in progress continu, donc chaque mois il y a un artiste qui est ici et les visiteurs peuvent le voir à l'œuvre. C'est important parce que comme on invite les plus grandes stars mondiales, à part les chanceux qui ont la possibilité d'aller à New York, Los Angeles, Tokyo pour les voir travailler, on ne les voit pas souvent, on les voit rarement, voire jamais en France. Et donc je trouvais ça intéressant qu'on voit les artistes travailler, qu'on voit leur technique, parce que quand on se promène et qu'on voit une œuvre finie, on se dit « ah c'est beau ». Mais on ne sait pas comment ça a été fait. Et en plus, ici, il y a beaucoup de contraintes. Les murs sont anciens, humides, donc les scotch ne tiennent pas forcément. Et ils sont vraiment comme dans la rue il y a 30 ans, puisque les artistes qui sont ici, comme ce sont des stars mondiales, elles peignent depuis 30 ou 25 ans minimum. C'est plutôt des artistes à cheveux blancs qu'on voit ici que des jeunes qu'on n'invite pas parce qu'ils ne font pas encore partie du mouvement. Donc on se promène dans les couloirs et puis après on est de casemate en casemate. Les casemates c'était les salles de garde, les salles où il y avait soit des vivres, pas de munitions, c'était à l'extérieur de la ville, et puis des soldats de Louis XIV qui dormaient là. Et on donne toute latitude aux artistes. Ils ont une liberté totale, la seule chose qu'on leur demande c'est de signer l'œuvre à la fin. Donc là par exemple on est avec Pure Evil. Pure Evil il est anglais, c'est un des pionniers du pop art, ce qu'on appelle le graffiti pop. Donc on est exactement dans ce que faisait, et c'est un contemporain d'Andy Warhol d'ailleurs, ce que faisait Andy Warhol, sauf que lui il fait ça sur les murs. Et on le voit, je disais qu'il était très respectueux de l'environnement et très respectueux du lieu. Là il est en France, il fait un clin d'œil à Sartre, alors qu'il peint plutôt Marilyn Monroe ou Sophia Loren d'habitude, qui sont des artistes de sa génération. Mais toujours, il y a un petit clin d'œil à la France ou à l'Alsace, selon les artistes qui viennent. Donc on passe de salle en salle, on a à peu près tous les mouvements qui sont représentés. On a vu le graffiti pop, là on est avec Nasty, on est vraiment sur du writing, du graffiti, connu pour voler et peindre des plaques de métro parisien depuis 25 ans. On a tous les médiums qui sont représentés, des pochoiristes comme Dot Master qui est en train de travailler là, des muralistes, des writers, on verra des installations. On essaye de présenter aussi un 360 degrés de ce qu'est l'art urbain ou le graffiti ou le street art, ça dépend comment on l'appelle. Et voilà, on déambule dans ces pièces et ça fonctionne puisqu'on a un succès assez phénoménal pour nos musées, surtout du street art. Et ça rend ce lieu vivant. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de prendre des lieux qui étaient des lieux militaires pour les transformer en lieux de paix. C'est intéressant parce que voilà, l'art, c'est plutôt fait pour que les gens s'entendent. Alors, avant vos questions aux uns et aux autres, Sylvain, un problème? Écoute, je sais pas, il y a une odeur, il y a une petite odeur bizarre, je sais pas si c'est moi, je suis désolé. Et non, et c'est pas toi, hein, même si je me suis tourné, c'est pas Bird Cook. Tu feras attention. C'est Bird Cook, hein. Avant de rebondir sur le Mosa, quelques questions. Là, tu as fait ta préparation, si tu peux nous montrer à quoi ça ressemble cette pâte. Alors, donc on le rappelle, c'est du lait, du minster et de la semoule, Et- avec du sucre et du sel. Ok. Donc c'est vraiment sucré salé, comme l'Alsace sait le faire. Et maintenant, je vais mettre justement cette préparation. Je vais juste couper un peu ça. Je vais mettre cette préparation dans ce pot en terre cuite pour que ça refroidisse très rapidement. Combien de temps à peu près de Ouais, refroidissement? Ouais, je pense que c'est 10 minutes. Ok. Assez facilement. Et puis après, je ferai des quenelles que je vais faire revenir au beurre pour Et- bien les griller. Et là, je viens de voir que tu as mis à cuire au bain-marie. Alors- C'est quoi? C'est de la vanille? Alors justement, j'ai bien travaillé. J'ai déjà coupé mes quetchs. Et là, je vais faire un sirop avec un bâton de cannelle pour parfumer et du sucre roux.
Voilà, j'aime bien le sucré pour que ce soit assez sirupeux. Et je vais ajouter ensuite les quetchs dedans. Voilà. Et tu mets le sucre d'abord. En fait. Oui, Ouais. pour vraiment faire le sirop. Faut D'accord. que, Ah oui, faire faut- un sirop, bien sûr. faut que ça fonde, ouais. Ok, bah on laisse un peu la préparation Tout à fait, oui. se poursuivre. Et le Mosa, vous venez de le découvrir, vous n'y avez pas encore mis les pieds. Pas encore. Qu'est-ce que vous avez pensé des images qu'on a vues? Alors c'est surprenant puisque on découvre ça dans un lieu complètement atypique. Justement, on se rend compte que c'est particulièrement long. Quelle est la distance quelle longueur fait ce... Le parcours, tu veux dire, comme ça Ouais, ouais. c'est ça. Ben, il y a à peu près, je dirais 60-70 mètres avec à chaque fois des grandes pièces quand même que se sont appropriées les artistes. Alors voilà, c'est peut-être même un peu plus long que ça. 60 à 70 mètres par pièce, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Je parle des couloirs qui mènent à chaque pièce, ouais. Et en fait, t'as comme l'équivalent de, ouais, on va dire 3 couloirs comme ça qui mènent à chaque fois à ces casemates. Et ben là, pour l'instant, l'intégralité est pratiquement prise. Donc, dans ce tronçon des remparts Vauban de Neuf-Brisac, c'est pratiquement plein. Il y a peut-être encore 8 ou 10 œuvres qui peuvent être réalisées. Et après ça, ils seront au complet, quoi. Mais Et- on est, Vas-y, je t'en prie. on est d'accord que ces œuvres sont pérennes, on ne va pas pouvoir les enlever, les remplacer. Bah justement, c'est un petit peu le but, c'est que ça reste, contrairement au street art qu'on voit un petit peu partout, qui est souvent recouvert. Alors, encore une fois, c'est tout un concept parce qu'on sait très bien qu'en général, le street art est recouvert. Mais là, c'est pas le but. Là, c'est vraiment, déjà, c'est des artistes qui sont importants dans ce secteur d'activité, on va dire, enfin, dans ce mouvement artistique. Et l'idée, c'est vraiment qu'eux puissent laisser une trace. Et quelles sont les différences, hein, parce qu'on a parlé du Mosa de Neuf-Brisac, hein, dans les fortifications Vauban, les différences avec celui de Beach en Moselle? Alors, je te le dirai quand je serai allé le visiter. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça fourmille d'artistes parce que il y a tout à réaliser. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il fait un musée de ce type, c'est vraiment dans des locaux typés, notamment militaires, etc. Donc voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai été sur place et quand j'aurai pu faire un petit reportage à suivre. Et avant de passer à notre sujet Moi j'ai suivant, une petite Sylvain, tu question avais une question polémique, philosophique. philosophique ou polémique, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut se poser la question, effectivement, à partir du moment où ces œuvres intègrent une galerie de manière pérenne, est-ce que ça reste encore du street art ou est-ce qu'on est déjà sur autre chose que du street art finalement, de l'art de rue dans des galeries? Un art Je sais nouveau. pas. Voilà. Même si j'adore ce style, même si j'adore cet art, il y avait aussi un petit peu cet aspect éphémère. On est des choses et qui étaient vouées à disparaître. Voilà. Donc là, je trouve que bon, c'est peut-être autre chose, une autre forme d'art qui est en train d'être reprise comme ça, quoi. Mais Alors là, voilà. je dirais l'avantage, c'est qu'on garde une trace quand même d'artistes qui sont très connus. C'est en ça que c'est bien de les conserver aussi, et vu que c'est dans des fortifications assez épaisses, les conditions de conservation sont idéales sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre, quoi. Voilà. Après, effectivement, ta question est intéressante. Et vous avez un mois pour nous donner votre avis en commentaire et pour réfléchir à cette question philosophique. Alors, on se retourne vers toi, Birdhead Cook. Où en es-tu de ta préparation? Là, j'ai fait justement mon sirop à la cannelle. J'ai trempé les quetchs. Donc, je ne vais pas trop les cuire pour qu'elles restent vraiment entières et pour qu'elles ont un peu de mâche. Et puis après, je vais attendre un petit peu pour faire les quenelles de semoule. Et puis, on va ensuite les faire dorer au beurre. Alors, on a hâte de déguster ça en fin d'émission. C'est bien ça. Marc, véritable Moi, je artiste pense que culinaire. la sécurité incendie du studio va se déclencher prochainement parce que l'odeur, vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même assez intense. On s'est rattrapé par les quetchs, je trouve. Les quetchs ont adouci un petit tu peu vois, l'odeur comme du quoi. mystère, c'est vrai. Bon, on passe d'un artiste culinaire au street artiste à un autre artiste d'un tout autre genre
qui peut parler des heures et des heures durant d'un même sujet parce que c'est un passionné de technologie et d'innovation. C'est toi, Sylvain, qui a choisi de nous faire un focus sur les caméras connectées. Sur les caméras connectées, voilà. Et puis c'est vrai, et puis un petit peu briser le cou, un petit peu à des idées qu'on pourrait avoir sur les caméras de vidéosurveillance, hein, puisque souvent on pense que les gens qui mettent des caméras de vidéosurveillance chez eux, c'est parce qu'ils ont un peu peur, ils sont un peu parano, qu'est-ce qui se passe, il y a des cambrioleurs, des choses comme ça. Alors il faut sortir un peu cette idée de la tête et de se dire que finalement une caméra de vidéosurveillance, c'est aussi un petit peu avoir un œil chez soi, à la maison, pas que pour le cambriolage, mais voir ce qui se passe chez soi quand on n'est pas chez soi. C'est ça qui est bien. Donc on peut voir par exemple... Ça reste quand même un peu de l'espionnage. De son propre espionnage finalement. Ouais. On s'espionne soi-même, pourquoi pas. On peut mettre des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut penser à prévenir les ados qui vivent dans la maison. Justement, tiens, les ados, c'est très pratique, les caméras de surveillance pour les ados. Non, ça permet de savoir effectivement si les enfants sont bien rentrés à la maison. Ça permet de savoir si on a fermé la porte du garage. On parlait aussi comme ça d'idée de mettre des caméras dans des boîtes aux lettres ou des choses comme ça pour voir si le courrier est arrivé. Voilà, on n'est pas obligé simplement de se dire que c'est une parano par rapport à des cambriolages. Alors, moi, je m'en sers même pour regarder. J'ai mis une caméra devant ma jauge de fuel et je regarde mon niveau de fuel à distance. Il n'y a pas de honte à avoir, Mathieu, c'est très bien. Est-ce que c'est résistant au froid? Est-ce que je peux en mettre une dans le frigo? Bon, bah oui. Pour savoir Ouais. qui me prend. Qui te prend Oui, des il y a flambis. oublié, je pense. Marc, En tout cas- rends les affaires. Le lait, hein, les couettes, le lait doux, voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, ces caméras, c'est se dire qu'on veut surveiller quelque chose, l'évolution de quelque chose. On peut aussi voir des animaux qui passent chez soi. Enfin voilà, il y a plein de choses passionnantes qu'on peut découvrir avec les caméras de vidéosurveillance. L'autre, un petit peu le truc, c'est de dire ça va être compliqué. Il va y avoir des grosses installations à faire, ça va coûter très cher, mais c'est pas forcément le cas grâce à des nouveaux modèles de caméras de vidéosurveillance, des caméras connectées. Donc ce sont des petits modèles, mais il faut quand même un petit peu de matériel, un peu de connaissances. Je dirais que c'est ouvert aux débutants éclairés. Donc il faut quand même avoir, quand on dit connecté, eh bien, c'est connecté à Internet, donc il faut avoir une connexion Internet. Il faut aussi donc avoir du Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça passe via sa box Internet et c'est elle qui va faire la connexion avec la caméra pour récupérer les images. Et ensuite, vous, avec votre smartphone, de partout où vous êtes dans le monde, je sais pas, même à l'autre bout de la planète, vous pouvez consulter ce qui se passe dans votre maison grâce à la 3G, la 4G, la 5G, selon votre abonnement. En termes de matériel, tu disais, il y en a de tous les prix des caméras Ouais. connectées. Ça va de quelle gamme de prix justement à quelle À gamme? partir d'une trentaine d'euros, on a déjà des petites caméras connectées performantes. Après, on peut monter jusqu'à 300 euros en ayant alors, des fonctionnalités et des qualités différentes. Comme ça, À part la qualité d'image, qu'est-ce qui change justement entre une caméra à 30 balles et une caméra à 300? Déjà, par rapport à l'image, c'est déjà énorme. Parce qu'on a déjà la définition, on parle de HD haute définition. Pour nous, aujourd'hui, c'est petite définition. Il y a le Full HD, donc c'est déjà 1920 par 1080, le 2K, la 4K, il y aura certainement d'autres choses. Qu'est-ce qui est important? C'est de pouvoir ensuite zoomer dans l'image. Quand on a une autre résolution, on va pouvoir zoomer, reconnaître un visage qui était un petit peu loin, reconnaître une plaque d'immatriculation. Derrière, il y a aussi tout l'aspect vision nocturne. Là aussi, ça peut jouer sur le prix. Si on a juste une caméra qu'on met à l'intérieur, qui n'a pas besoin d'être étanche, avec une vision nocturne jusqu'à 5 mètres, ça suffit pour la plupart des pièces de la maison. Par contre, si on veut de l'extérieur surveiller un grand terrain ou des choses comme ça, voilà, il faut à ce moment-là une vision nocturne plus performante. Ça coûte plus cher, ça consomme aussi un petit peu plus en termes d'électricité, forcément. On peut avoir des caméras pilotées, c'est motorisé pour changer l'angle de vue ou des choses comme ça. Ce qui est important aussi au niveau des caméras, c'est le système de détection. Alors, souvent les gens disent « Ouais, mais est-ce que ça va détecter les choses ?» Oui, c'est plutôt le problème, c'est que ça détecte quand ça ne devrait pas. Hein, quand on a le téléphone dans la poche, ça bouge, une branche qui bouge, c'est détecté, je ne sais pas moi, un oiseau qui passe devant, ça fait une détection. Donc c'est plutôt dans le réglage, la sensibilité de la détection qu'on va commencer à avoir aussi les différences de gamme de prix. On va aussi pouvoir sélectionner des zones de détection parfois, et on a des systèmes de détection différents, c'est-à-dire il y en a qui vont repérer par rapport à l'image qui est filmée, ils vont voir un nombre de pixels qui bougent. C'est un pourcentage de pixels qui bougent qui va déclencher la détection. Donc, quand il y a des changements de lumière, ça peut jouer. Quand il y a justement une branche qui bouge, ça peut le faire. Il y en a d'autres, c'est plutôt du PIR. Vous connaissez peut-être ça, non? C'est IR comme infrarouge. Donc, c'est la détection qui va reconnaître plutôt on s'appelle La température, la chaleur corporelle. Ouais, finalement, la chaleur du corps, voilà. Et donc là, ça va limiter la branche. Il n'y aura pas il y a pas de détection, donc ce sera plutôt les corps humains, voire les chats. Il y a même des options comme ça de détection de personnes humaines, des choses comme ça. Ça change beaucoup au niveau du prix. Et attends, Oui. ces appareils, est-ce qu'ils sont branchés ou c'est des appareils avec des batteries?
Et si oui, quelle autonomie? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est Mais vrai que quand merci. on parle d'installation, quand je parle de Wi-Fi, on est sans fil, donc ça c'est bien. J'avais parlé aussi peut-être d'un répéteur, éventuellement, parce qu'il faut du Wi-Fi, donc on ne l'a pas dans toutes les pièces. Donc il faut des fois mettre des répéteurs pour ramener ça jusqu'aux caméras. On va Mais dire, il y aura des toujours... répéteurs, c'est des amplificateurs de Ouais, signal. c'est des amplificateurs de signal qui récupèrent le signal Wi-Fi pour le ramener un peu plus loin, pour avoir une portée plus importante au niveau de son antenne Wi-Fi de sa box, qui des fois n'est pas énorme, c'est vrai. Ensuite, il faut quand même de l'électricité. Alors, forcément, ça ne fonctionne pas avec la lumière qui vient du ciel. Donc, pour l'électricité, il y a soit une connexion, on va brancher avec un connecteur USB, comme on le fait avec beaucoup de périphériques sur les ordinateurs ou les chargeurs de téléphone. Donc, il faut du câblage. Il y a des systèmes de batterie, effectivement. Donc, ça dépend vraiment de la gamme de caméras. Après, sur des petites batteries, ça va des fois d'une autonomie de 20 minutes, 30 minutes qui pourrait pallier à une coupure de courant, mais ça peut aller jusqu'à 15 jours, 3 semaines, des fois, en Alors, termes si je peux me Ouais. permettre, moi j'ai une gamme de caméras qui a des batteries qui tiennent 6 mois. Ouais. Donc c'est quand même très très puissant et l'avantage c'est que il n'y a pas de câblage du coup et on les positionne. un Et peu 6 en- mois, 6 mois c'est pas mal. Ouais. Alors, En hiver, juste- je pense que c'est différent. Si Franchement, tendance je les à- ai depuis 6-7 ans et ça n'a pas bougé. Alors, Ça il a pas existe bougé. quand même encore, pour Ah. finir, des caméras. Ah, ça a sonné? Un instant. Non, pas encore. Non, c'était juste pour Parler juste des panneaux solaires et j'ai terminé. Juste Parce que jeter un petit coup d'œil, on D'accord. revient vers toi parce que Marc est passé à une étape, Ah, voilà, oui. à une nouvelle étape dans sa préparation. On va quand même suivre ça et on revient à tes caméras solaires dans quelques secondes. Donc là, tu es en train de beurrer une poêle. Dans quelle optique? Dans quelle optique? Déjà de récupérer des fois le beurre qui est fondu pour former mes quenelles, pour qu'elles soient belles. C'est tout. Ensuite, je vais bien chauffer pour que ça soit bien grillé, mais ce sera vraiment l'étape finale. Donc il faudra mettre cette préparation d'abord dans la poêle pour la faire griller, et ensuite je vais préparer ça sur les assiettes pour enfin la déguster avec un petit verre de Gewürztraminer. Ah, bah, avec grand plaisir. Voilà. Mais voilà, désolé de t'avoir interrompu, mais ça me semblait important de savoir où on en était. Donc je te laisse finir avec. La fin arrive. Autre Les caméras. fonction qu'on voit de plus en plus sur les caméras, c'est les caméras avec des panneaux solaires. Ça, c'est la petite révolution. Alors, il y a donc ces panneaux solaires qui rechargent une batterie dans la caméra qui lui permet de tenir très longtemps, pour pas dire indéfiniment, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de la recharger à partir du moment où le panneau solaire est à la lumière. Donc, à l'intérieur, ça marche pas, hein, les panneaux solaires, il faut vraiment que ça soit... Et pareil, on a tous les mêmes problématiques de panneaux, donc les arbres, des machins, il faut le nettoyer de temps en temps. Donc voilà, c'est une solution miracle, mais pas si miracle que ça. Il faut quand même avoir une petite base comme ça d'entretien. La grande question aussi, c'est où placer ces caméras. Donc on a parlé un petit peu de délire comme ça dans la boîte aux lettres ou des choses comme ça, mais on peut avoir des caméras qu'il faudrait placer près de la porte d'entrée. C'est quand même la caméra principale. Si on n'avait qu'une à mettre, c'est près de sa porte d'entrée, qui surveille sa porte d'entrée. Donc on voit un peu les gens qui rentrent, pas forcément sur le côté. Ah, mais ça sonne. Est-ce que tu entends? J'entends On la a entendu sonnerie. vite fait, Léger, hein. léger. Ouais, c'était léger, c'était la sonnerie La qui sonnerie de la indiquait 21e. que nous sommes aux alentours de la 21e minute, le moment de faire gagner des cadeaux. Mais après, on revient à ton Pas de placement de souci. caméra. Dis donc, qu'est-ce qu'on t'interrompt? C'est pas Et grave. pourtant, c'est pas facile, hein, vu ton débit. Alors, à gagner aujourd'hui, 2 entrées pour le Moza et puis 2 places pour l'Experience Park, le parc de trampoline qu'on va découvrir dans quelques instants. Enfin, 2 fois 2 places d'ailleurs même. Pour gagner ces cadeaux, il suffit de liker notre publication, de la partager et de taguer la personne avec qui vous aimeriez profiter de ces lots. Mais je te laisse finir avec l'emplacement idéal pour les J'ai caméras. presque terminé. Voilà, si on avait qu'une, on a dit c'est surveiller la porte d'entrée à l'intérieur, vous mettez surveiller la porte à l'extérieur. Si possible, quelque chose qui surveille la porte, mais vu de l'autre côté, vu par l'arrière, si on peut. Et ensuite, évidemment, les caméras qui permettent de surveiller un terrain ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il faut savoir que la législation fait qu'on n'a pas le droit de filmer la voie publique. Hein. Les gens qui passent dans la rue, on n'a pas le droit. Les voitures, on n'a pas le droit. Donc, le mieux, des fois, c'est de s'éloigner un petit peu de sa maison et de filmer sa maison dans l'ensemble. C'est la caméra qui vous servira le plus plutôt que de surveiller ce qui se passe dans la rue. On surveille sa maison et on voit ce qui se passe au niveau de sa maison. Si on peut, éventuellement. Ah bah merci beaucoup Sylvain, comme d'habitude c'était hyper intéressant. Marc, on rejette un coup d'œil Sur mes quenelles. ta quenelle. Et donc la préparation avec 2 cuillères, tu leur donnes une forme. Je leur donne une un petite petit peu ovale. forme de quenelle. Finalement, c'est ce qu'on apprend un peu partout à l'école hôtelière. Ça a l'air très simple à faire, mais C'est super simple à faire. D'ailleurs, je propose qu'on échange une fois nos rôles. Je ferai la décoration et tu ça va feras aller. de la Alors, cuisine. Je pense que tout le monde ne sera pas du même avis. Non, c'est pas une bonne idée. Ok, donc on va mettre ça dans la poêle. Dans la je poêle, je suppose, vais et puis griller, on ouais. va attendre.
Et ben en attendant, excusez-moi de Qu'est-ce sauter. qui t'arrive? Qu'est-ce qui Bah, t'arrive? je crois que c'est les séquelles de ma petite visite au trampoline park que je vous invite à visiter. Visite guidée avec Emilien Rohrfritsch qui en est le manager. L'expérience parc. T'as dit trampoline park. Ah, c'est bah oui, l'expérience parce park. que c'est un parc, l'expérience park, un parc où il y a 900 mètres carrés de trampoline et plein d'autres jeux encore. Allez, on y Allez, va. montre-nous ça. Feels good, man. It feels good, right? Like, yo, I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them in the bundles. Harry Potter breaking bread with a muggle. On a 2 trampolines de compétition qui permettent de passer à un stade supérieur, on va dire, par rapport aux autres trampolines. On a une zone avec des trampots un petit peu moins compétitifs, mais qui permettent tout autant de s'amuser dessus et de faire quelques petits mouvements suivant les envies des gens. On a des petits jeux connectés sur tout l'ensemble du parc qui permet aussi de jouer avec soit les amis, soit en famille, qui va aussi à tout âge. On n'a pas d'âge défini au niveau du parc. Du coup, il faut éteindre toutes les lumières. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les gens qui font un sport de réflexe. Là. On a un dodge attack, c'est le principe du ballon prisonnier, qui permet justement de contrer les tirs, mais sauf qu'au lieu de se tirer dessus, il faudra viser les cibles qui sont derrière les adversaires. Les amateurs de basket, comme toi et moi Mathieu, et peut-être vous derrière votre écran, pourront feindre d'avoir une grosse détente et réussir à dunker facilement, ou alors se louper lamentablement en tentant des moves trop difficiles comme votre humble serviteur. On a un tumbling, donc ça c'est une piste compétitive qu'ils utilisent dans la team gym et dans la gym en général. Et c'est le même principe qu'un air track, sauf que le rebond va être différent vu que le air track est gonflé. Et le tumbling, c'est des petites lattes en acier en fait qui font un peu ressort. Et l'avantage, c'est qu'on se fait pas mal quand on tombe. On ne se fait pas mal non plus en se jetant dans le vide pour atterrir sur le Big Air, un matelas géant, ou sur le parcours Ninja Warrior. Le parcours enfant est beaucoup plus reposant, mais pas à la portée de tous, notamment certains quadragénaires légèrement ventripotents. Si le trampoline est roi évidemment avec par exemple le wall qu'on ne vous a pas encore présenté, très utilisé au cirque ou dans le cinéma. Au rez-de-chaussée, il y a un terrain de basket en libre service, des jeux d'arcade, un baby-foot, un jeu de palais et une spécialité maison. C'est le Puissance 4 version basketball qu'on a fabriqué nous-mêmes directement sur place. Je ne sais pas si on en a ailleurs, mais je ne pense pas. Olé bah, Timing parfait. C'était précis, c'était précis. ah bah la recette est presque finie. Elle est On quasiment en est où? finie. Bah là, mes quenelles sont grillées au beurre. Là, je commence à préparer les petites assiettes à soupe avec ma compote de quetch. Et on va pouvoir déguster dans quelques minutes. Ah bah c'est avec grand plaisir, on C'est est un long très choix. impatients. Et est-ce que cette expérience parc, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous, vos enfants? Je pense que oui, tu vois. Il y a le côté sportif, on a vu que c'est pas si simple que ça, vu des images qu'on a vues. Non, c'est vrai, ça donne envie effectivement de tester tout ça. Mais moi j'ai une question qui est complètement bizarre, mais est-ce que en fait il y a des chaussettes spéciales pour aller sur les trampolines? Ah non, c'est pas une question bête, au contraire. Il y a des chaussettes antidérapantes, Ouais. donc vous pouvez en acheter vous dans le commerce, ou alors les louer sur place, parce que si on n'a pas ces chaussettes, bah forcément, vu le nom, Ça a on tendance peut à- glisser, Ouais. et surtout elles s'abîment très très vite. Tu en avais fait Ouais, c'est ça. l'expérience Ouais, par ouais, ton le passé peu de- d'expérience de voilà, c'était de jumper. mes chaussettes usées généralement sur les trampolines. Mais c'est vrai que franchement, ça donne envie d'y aller, quoi, parce qu'il y a un côté très. J'ai l'impression que c'est très sécurisé quand même, et qu'en même temps, il y a des sensations. On sent que c'est pas si simple que ça, mais qu'on peut pas trop se faire mal non plus, parce que les choses sont assez bien pensées, quoi. En effet. Ça a l'air vraiment très physique en tout cas. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est le cas ou
Alors, moi, j'ai pas tout testé en conditions réelles. Mais, T'as essayé de passer dans des trucs qu'on a vu. mais essayez, rien que chez vous, vous prenez votre matelas de lit ou de canapé, essayez de sauter ne serait-ce que 5 minutes, comme ça. Vous allez voir, vous allez être rincé, et peut-être avant votre canapé, hein, avant qu'il ne rende l'âme. Effectivement, ouais, c'est fatigant, même si les matelas ou les trampolines amortissent bien les chocs. Mais ça reste quand même hyper cardio si on fait en enchaînant. Moi, je conseille d'y rester 1 heure ou 2 heures en faisant des pauses, hein, parce qu'il y a différents endroits du parc dans lesquels on peut s'amuser. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? Parce que j'ai vu là, c'était Royal quand il y était, il n'y avait pas trop de monde. Alors, c'est ouvert 7 jours sur 7, aussi bien pour les enfants que les adultes. Il y a des goûters d'anniversaire qui s'y font, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. On en a déjà parlé lors d'une précédente émission avec le parc mini-atelier aussi du team building. Ouais. C'est vraiment accessible à tous, quel que soit l'âge, le sexe, le niveau de forme. Et c'est un endroit assez sympa où, en tout cas, je pense que je retournerai juste pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais. Nickel. Et pour le plaisir aussi, Ah, On y arrive. on va pouvoir Plaisir réel. déguster tes préparations, Alors, Marc. on va commencer par Les parler grillés Flûta. Ladies first. Superbe. Alors, qu'as-tu mis au-dessus? Alors, c'est Attends, de- alors on va alors, quand même, je me permets de montrer à la caméra, à la oui. caméra Présenter. à quoi ça ressemble, la belle présentation. Voilà, je n'ai pas bougé. Voilà, ça a l'air très sympa. Tu permets que je donne à Sylvain? Mais bien Ça sûr, va, il a été bien bienveillant sûr. avec Voilà, toi. il a- ok. ça s'appelle comment Et nouveau ça, le c'est truc sympa. au milieu là, jaune C'est des grillés flûte. Yes, putain. À peu Pourquoi près. tu me demandes? C'est tellement facile. Alors, la régie demande ce qu'il y a dans les verres aussi là-bas. Alors, c'est un Gewürztraminer de Joss Meyer, alors qui n'est pas trop sucré, pas trop sur le sucre, et qui est plutôt sur les épices. Donc, qui s'acclimate très très bien avec ce plat-là. Ça, c'est pour toi. Je te laisse de côté. Tu viendras déguster bien. tout à l'heure. Très Ça, bien, je sais très bien. Merci d'avoir pensé à la régie. Et ce que j'ai mis par-dessus, l'herbe, donc c'est de la livèche, qu'on appelle plus communément en Alsace du Maggi. Le Maggi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ah oui. Et ce plat, on va peut-être, je vous en prie, commencer à déguster. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes plutôt en apéritif, en dessert ou en plat principal? Allez-y. Alors, ça peut être une très bonne entrée, moi je dirais, pas trop en apéritif, mais ça peut être une belle entrée. Ça correspond aussi à un plat végétarien. Et on peut se décliner tout à l'heure sur de la viande. Alors, on peut la manger avec de la viande. Hein. C'est ce qui est extraordinaire dans ces recettes. Autant le Artep Flûta, donc la quenelle à la pomme de terre, que M. Schiraf à Soul se faisait. Et autant celle-ci, bonne dégustation, j'espère que ça vous convient. Non, pas trop. L'association avec le fruit, ça permet de rajouter un peu de douceur. Ouais. Non, parfait. Je trouve ça Et génial. par rapport au master, on a des questions encore Alors, ou- le master, étrangement, je le trouve pas très fort. Il n'est pas très présent en Justement, termes il est de très goût. doux. Il est C'est très doux. Très doux. La livèche que tu as mis dessus, c'est vraiment le truc qui surprend. En fait, c'est Quand ça. on tombe sur un petit morceau, c'est tellement surprenant, tellement Ça- étonnant. Ça rafraîchit un peu l'assiette, effectivement. Voilà. Ouais. Et la compote que tu fais avec la quetch, comme ça, c'est vrai qu'on garde le fruit. Il y a Oui. le sirop qui est avec, ça c'est aussi Excellent. assez original, quoi. Surtout Ouais. quand on aime les quetch. Moi j'aime bien les quetch. Bah justement, Donc oui, là, puis voilà, moi franchement, j'aime c'est bien vraiment- ouais. la mâche, donc j'aime bien avoir le fruit entier en bouche et puis donc je garde comme ça. Donc voilà, très bonne dégustation. Allez, En Chin, tout je cas, mets c'est un régal. Hein. une petite lichette. On va se quitter en trinquant. Hein. Et la Merci recette, À la vôtre. Hein. à Mathieu aussi. La recette, évidemment, on la retrouvera sur notre site internet la21e.com. On vous rappelle que dans cette émission, vous avez pu gagner, ce sera par tirage au sort, des billets d'entrée à Experience Park. Cette fois, je ne me suis pas trompé, hein. C'est pas Trampoline Park, même si on pourrait confondre. Et au Moza de Neubrisac, 2 entrées là aussi. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Merci Marc pour cette... Ou pardon, Birdette Cook, désolé, j'ai dévoilé ton prénom. Tu seras fouetté. Pour cette recette. Merci aussi à Caroline, Sylvain, Mathieu et à vous, évidemment, de nous avoir suivis. À très bientôt. Chin, chin. Ciao. Merci beaucoup. Hey!